Chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission L'entretien du dimanche. Pour ce dimanche, nous sommes allés au cœur d'un projet, un vaste projet qui tient à cœur au président de la République, le président Patrice Talon. Depuis un moment, vous entendez largement parler d'une zone économique. La zone économique spéciale de Glodigbe. Nous avons, toute l'équipe de l'entretien du dimanche, nous avons donc décidé d'aller au cœur de ce projet pour échanger avec les principaux responsables du dit projet. À travers cette émission, aujourd'hui, vous aurez toutes les informations sur la zone spéciale économique de Glodigbe, les opportunités qui sont offertes aux Béninois et même aux expatriés. Nous saurons où est-ce qu'on en est exactement par rapport à la mise en œuvre de cette zone, de ce projet, si vous préférez. Le premier responsable, c'est bien évidemment le directeur général de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI Bénin, Monsieur Béton Letonji est donc notre invité. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de nous avoir acceptés au cœur de ce projet. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est de nous dire exactement pourquoi vous êtes ici et depuis quel moment êtes-vous à Glodigbe? D'abord, avant tout propos, encore une fois, merci d'être venu ici pour qu'on échange sur ce que nous faisons ici dans la zone économique spéciale de Glodigbe. Mais je souhaiterais situer nos échanges dans un contexte déterminé. Lequel? Aujourd'hui, le contexte, c'est celui de la transformation des produits agricoles et miniers en Afrique. C'est le contexte de l'industrialisation de notre continent. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent qui a le plus faible taux de production manufacturière. Aujourd'hui, nous sommes à moins d'1% de la production manufacturière mondiale. Et donc, je crois qu'avec ça, il y a des opportunités qui s'offrent si nous sommes en mesure de capter ces opportunités. Aujourd'hui, si vous prenez par exemple les dépenses de consommation des ménages et des entreprises, aujourd'hui, nous sommes à peu près à 4 000 milliards de dollars de dépenses. Et c'est prévu que cette dépense passe à peu près à 5 600 milliards d'ici 2025. Je vois que vous êtes déjà dans les chiffs, monsieur le directeur. C'est important de donner ces global. chiffres pour que les gens puissent comprendre le contexte. C'est-à-dire que ces 5 600 milliards de dépenses de consommation entre les ménages et les entreprises sont des opportunités d'industrialisation pour notre continent. Parce que ce sont des besoins qu'il faut satisfaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la production manufacturière de l'Afrique est à peu près à 500 milliards de dollars. Et si nous arrivons à satisfaire ces besoins, nous allons doubler notre production manufacturière et passer à 1000 milliards de dollars. Donc ce sont des éléments qu'il faut que les gens comprennent. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que le tiers de ce que nous consommons en termes de produits alimentaires, de boissons et de produits similaires sont importés? Voilà. Et donc, nous devons faire quelque chose pour résoudre cette équation. Et c'est ça qui nous amène à ce sujet aujourd'hui de zone économique spéciale. Voilà, le contexte est donc clair. Vous avez planté le décor, monsieur le directeur général. Mais maintenant, je reviens à ma question du début. Depuis quand êtes-vous dans cette zone? Alors, nous sommes ici depuis 2021. La zone est le fruit d'un partenariat public-privé entre la République du Bénin et le groupe Arise. Le groupe Arise, c'est un groupe qui est spécialisé dans le développement des zones économiques spéciales. Le groupe Arise a développé la zone économique spéciale de Nkok au Gabon, a développé la plateforme industrielle d'Adeti Kopé au Togo et développe également d'autres projets en Afrique. Et donc, c'est le fruit de ce partenariat qui a abouti à la création de la zone économique spéciale de Glodigbe en février 2020. Et les premiers travaux de développement de cette zone ont été engagés en février 2021. Alors pourquoi Glodigbe, pourquoi pas Alada, pourquoi pas Serre, pourquoi pas une autre région, monsieur le directeur général? Alors Glodigbe, c'est une zone d'abord où nous avons pu trouver le foncier qui est nécessaire pour la réalisation de ce projet. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a déclaré d'utilité publique à peu près 10 000 hectares pour le projet de zone économique spéciale, dont 1640 hectares ont été confiés à la Société d'investissement et de promotion de l'industrie, qui est la joint venture entre la République du Bénin et le groupe Arise. Et donc, la situation géographique de la zone
s'explique par le fait que cette zone est située à une distance stratégique entre les zones de production, c'est-à-dire le nord du Bénin, le centre, et le port autonome de Cotonou, qui est au sud du Bénin. D'accord. Donc ça va faciliter l'arrivée des matières premières et leur acheminement quand elles seront transformées vers le port autonome de Cotonou pour être transportées vers les marchés où ces produits seront vendus. Oui, bien, vous avez choisi Glodibé. Est-ce que vous avez pris, je vais dire, toutes les dispositions environnementales pour éviter les nuisances aux populations? Parce que vous savez très bien que dans une zone industrielle comme celle-ci, il y a beaucoup de production de déchets. Tout a été fait dans les règles de l'art. Cette zone a bénéficié d'une étude d'impact environnemental qui a été conduite par des cabinets réputés mondialement, dont le cabinet Antea, dont Ramboll, etc. Et donc, nous avons pris en compte tout ce qu'il faut pour pouvoir mitiger les risques de nuisances environnementales, tout ce qui va impacter la santé des populations. Donc nous pouvons revenir sur ça après dans le développement de cette émission. D'accord. Monsieur le directeur général, vous savez très bien que dans le foncier au Bénin, il y a toujours des difficultés. Quoi qu'on dise, il y a toujours des difficultés. Les populations n'ont pas fait de résistance lorsque vous avez choisi de rendre 10 000 hectares d'utilité publique. Non, dans un premier temps, ce que nous avons fait avec le gouvernement, c'est que nous sommes rendus auprès de ces populations pour leur expliquer le bien fondé de ce projet. C'est-à-dire que c'est un projet transformateur, c'est un projet qui va changer fondamentalement l'économie de notre pays. Est-ce que les populations ont compris ce que vous dites là? Bien sûr, les populations ont non seulement compris, mais les populations ont aujourd'hui adhéré à ce projet. La preuve, c'est que quand vous allez faire le tour de ce site aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des milliers de personnes qui travaillent sur ce site aujourd'hui, dont les populations de la zone. Nous avons essayé de comptabiliser à peu près le nombre de personnes qui viennent directement de cette zone. Nous sommes autour de 30 à 35%. Donc je pense que non seulement ça va développer cette région, mais ça va contribuer à créer des emplois pour les populations de cette zone et augmenter leur niveau de vie. D'accord. Vous avez dit 10 000 hectares. Combien avez-vous déjà exploité? Alors aujourd'hui, dans les 10 000 hectares, 1640 hectares, comme je l'ai dit, ont été confiés à la Société d'investissement et de promotion de l'industrie, encore une fois qui est la joint venture entre la République du Bénin et le groupe Arise, dont le rôle est d'aménager, de développer, de promouvoir et d'exploiter la zone économique spéciale de Glodibé. Donc à ce jour, nous avons engagé le développement de la première phase qui couvre une superficie de 400 hectares. Donc vous avez exploité déjà 400 hectares, c'est ça? Je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, nous avons fini les travaux d'aménagement des premiers 400 hectares et nous avons mis à disposition l'entièreté de ces 400 hectares au profit de 32 investisseurs. Alors, quand vous parlez d'aménagement, vous parlez de quoi concrètement? Quand nous parlons d'aménagement, nous parlons des routes, nous parlons des différentes infrastructures, l'eau, l'électricité, la fibre optique, les entrepôts. Nous avons à peu près 100 000 m² d'entrepôts en cours de réalisation, dont à peu près 40 000 m² déjà réalisés. Nous parlons des canalisations, nous parlons de tout ce qu'il faut pour que nous ayons une activité industrielle aux normes internationales. Donc vous avez des routes à l'intérieur de la zone? Nous avons des routes asphaltées. Combien de kilomètres d'asphalte? Nous avons à peu près 8 km de routes asphaltées sur les 400 hectares de la zone. Nous avons la fibre optique à l'intérieur de toute la zone. Nous avons des canalisations. Nous avons un réservoir d'eau d'à peu près 4 millions de litres. Nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui dans cet écosystème pour permettre le développement des industries. D'accord. Nous avons constaté également que dans cette zone, monsieur le directeur général, vous avez une forêt sacrée. À quoi cela répond-il d'avoir une forêt dans une zone économique spéciale? Vous savez, quand vous venez quelque part, il faut respecter les traditions. Et donc, nous, quand nous sommes venus, d'ailleurs, nous avons beaucoup de respect pour tout ce qui est environnement et nous n'avons pas voulu détruire cette forêt sacrée parce qu'elle représente quelque chose
pour les populations autochtones. C'est une forêt qui est là depuis des décennies et donc nous avons préservé cette forêt, nous avons créé un passage pour permettre aux populations d'y accéder à tout moment. Vous disiez tout à l'heure dans votre développement qu'il y a à peu près 32 entreprises qui ont déjà conclu un partenariat avec vous pour s'installer dans cette zone. Est-ce qu'on peut avoir la fiche technique de ces entreprises? Elles sont dans quel secteur et pourquoi ces secteurs? Tout à fait. Nous avons 32 investisseurs qui vont s'installer dans la zone et qui sont déjà en train de s'installer dans la zone. Certains sont dans la transformation des produits agricoles. Nous avons d'autres qui sont dans la fabrication de matériaux de construction. Nous avons d'autres qui sont dans le montage des téléphones, des ordinateurs. Nous avons des investisseurs qui vont fabriquer des produits pharmaceutiques. Et nous en avons d'autres qui sont également dans l'assemblage de motos électriques et également une industrie qui va fabriquer de la céramique. D'accord. Mais on constate qu'il y a eu une part belle, et ça ce sont les retours que nous avons ça et là, à la transformation du coton. Pourquoi le coton est pour vous un élément essentiel dans une zone comme celle-ci? Vous savez, aujourd'hui, le Bénin est le premier producteur de coton en Afrique. En 2015-2016, nous étions à une production d'à peu près 265 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes passés à peu près 765 000 tonnes. Et d'ici 2 ou 3 ans, nous allons sûrement dépasser le million de tonnes. Alors, vous convenez avec moi que nous ne pouvons pas continuer à vendre ce coton de façon brute. C'est ce qui a été fait depuis 1960. Et donc, le gouvernement de la République du Bénin, notamment le président de la République, a dit qu'il faut que désormais nous puissions transformer nos produits agricoles. Quand vous prenez le coton par exemple, 1 kg de coton brut vous rapporte à peu près $1. Mais quand vous transformez ce coton, d'abord en tissu, vous pouvez obtenir une valeur de $10. Ensuite, quand vous passez à la confection de vêtements, nous sommes en train de parler d'à peu près 25 à $30. Donc aujourd'hui, tout le coton qui est produit au Bénin nous rapporte à peu près 400 millions de dollars quand c'est vendu de façon brute, alors que si ce coton est transformé, nous allons pouvoir obtenir une valeur d'à peu près 6 milliards juste sur la production. Maintenant, si vous ajoutez la valeur marchande, on sera autour de 11 milliards de dollars, alors que cette production ne représentera que 0,8% des parts de marché. Donc, il y a énormément de marge en ce qui concerne la transformation du coton. Donc, vous voulez dire que désormais, dans notre pays, on ne fera pas que produire le coton, on va le transformer. Les Béninois pourront directement acheter des habits, tissus. On a même entendu parler de serviettes, pyjamas et tout ça. Quelle sera la production quotidienne de ce type de produits si vous finissez votre zone industrielle? D'abord, les Béninois pourront acheter des serviettes, des polos, des t-shirts, des costumes ici fabriqués au Bénin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons dans cette zone 3 usines intégrées de textile qui ont fait un investissement d'à peu près 500 millions de dollars et qui vont produire tout ce que vous avez cité tout à l'heure et qui vont employer à peu près 5000 personnes par usine. Donc, je pense que c'est une proposition qui est très intéressante pour nous. D'accord. À part le coton, monsieur le directeur général, on constate que vous faites une fixation sur le cajou. C'est quoi votre intérêt dans le cajou? Parce qu'on a eu dire qu'il y a plusieurs types de transformation du cajou et que vraiment, abondamment, les Béninois pourront en profiter désormais. Est-ce que c'est vrai? Donc là, à part le coton, nous faisons une fixation sur le cajou, le soja, le karité et beaucoup d'autres produits agricoles. Je veux revenir sur le coton avant de parler des noix de cajou. C'est-à-dire que le coton, par exemple, nous avons capté toute la valeur qui est issue du coton. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, quand on fait l'égrenage du coton, on a les graines de coton. Ces graines de coton seront transformées en huile végétale. Et aujourd'hui, nous avons déjà signé avec des investisseurs qui vont produire l'huile végétale dans cette zone. En plus de ça, c'est-à-dire que quand vous faites la transformation du coton,
il y a des résidus. Ces résidus seront utilisés pour fabriquer de l'aliment pour le bétail. D'accord. Donc, ça, c'est le coton. Maintenant, les noix de cajou. Vous savez, le Bénin est aujourd'hui le 4e producteur de noix de cajou dans le monde. Nous produisons à peu près 200 à 250 000 tonnes aujourd'hui. Alors, ces noix de cajou sont exportées aujourd'hui de façon brute. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a mis en place une interdiction d'exportation de noix de cajou brute à partir du 1er avril 2024. Ouais. Donc, aujourd'hui, nous avons dans cette zone une dizaine d'industries qui vont s'installer, dont 8 industries de transformation de noix de cajou dans les 12 prochains mois. Ces 8 industries, nous en avons 2 qui sont de très grande taille, qui vont transformer à peu près 32 000 tonnes chacune. Nous en avons 6 autres qui vont transformer à peu près 16 000 tonnes chacune pour un total de 160 000 tonnes de capacité installée dans cette zone. Alors, vous savez, quand nous transformons les noix de cajou, nous avons une partie, c'est-à-dire les amandes, et le reste, d'habitude, est jeté. Aujourd'hui, dans cette zone, nous aurons pour la première fois un parc de transformation de noix de cajou avec 0 déchet. Ça veut dire quoi? Expliquez-nous ce que ça veut dire. Les coques qui sont issues du décortiquage seront transformées en huile. On appelle ça du cashew nut shell liquide, qui est utilisé dans l'industrie aéronautique, qui a une très forte valeur. Ensuite, les résidus qui seront obtenus de cette transformation des coques en cashew nut shell liquide seront transformés en charbon. Donc, c'est une proposition qui est très très bonne pour notre pays et pour cette zone. Oui, mais pour faire tout ça, on a besoin d'énergie, je veux dire électrique, parce qu'il n'y a pas d'industrie sans énergie. Avez-vous cette autonomie-là, dans cette zone, qui vous permet de faire tout ce que vous dites là? Vous savez, cette zone a été très bien pensée, contrairement à d'autres zones qui ont été réalisées en Afrique et même au Bénin ici. Le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions et un certain nombre d'engagements pour permettre le développement de cette zone. Okay. Donc, l'un de ces engagements est la fourniture de la zone en énergie électrique. Donc, le gouvernement a engagé des milliards pour raccorder cette zone à l'énergie électrique qui vient de Maria Gleta. Donc, aujourd'hui, bien sûr, il y a un câble souterrain d'à peu près 6,5 km qui quitte une station principale qui est en dehors de la zone et qui raccorde la zone à cette station principale. Donc nous avons une sous-station électrique dans la zone qui est raccordée à cette station principale. Et donc, il n'y a pas de problème d'énergie dans cette zone. Vous savez, les usines intégrées de textile ont besoin d'énergie 24 heures sur 24. Absolument. Donc, le gouvernement a pensé à ça. Donc, nous avons ce raccordement qui a déjà été fait dans un premier temps. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement va construire dans cette zone une autre centrale de 143 MW. C'est déjà prévu. Ça, c'est prévu. Ouais. Et les travaux vont démarrer dans un futur pas trop long. D'accord. Ensuite, nous avons également en vue la construction d'une centrale solaire sur 1200 hectares. 1200 hectares que le gouvernement déjà a octroyé pour la construction de cette centrale solaire. Et vous savez, je vous ai parlé tantôt des entrepôts que nous sommes en train de réaliser nous en parlerons dans la zone. Oui. Donc, dans cette zone, nous aurons des centaines de milliers de mètres carrés d'entrepôts. Et la toiture de chaque entrepôt, on va y installer des panneaux solaires pour pouvoir générer à peu près 100 MW d'électricité. Donc, nous allons rendre la zone autonome en énergie électrique. Et tout ça, ça participe de ce que nous voulons faire de cette zone une zone neutre en carbone. D'accord. Mais les entrepôts, justement, monsieur le directeur général, les entrepôts, c'est pour qui et pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, certains entrepôts appartiennent à la Société d'investissement et de promotion de l'industrie. D'autres entrepôts appartiennent aux investisseurs qui sont en train de s'installer. Vous savez, dans la zone, nous sommes en train de créer un écosystème. Aujourd'hui, quand vous regardez, vous prenez par exemple l'industrie de transformation de noix de cajou,
Pourquoi les industriels qui sont en dehors de la zone ont des difficultés? Ces industriels ont des difficultés parce qu'ils ne sont pas en mesure de s'approvisionner en noix de cajou. Non seulement ils ont des difficultés à s'approvisionner, mais ça nécessite beaucoup de trésorerie et du stockage. Donc aujourd'hui, dans cette zone, nous créons cet écosystème où nous garantissons aux industriels la matière première. Donc, la zone va chercher ces matières premières, les amène dans la zone, les stocke dans les entrepôts et les met à disposition des industriels quand ils en manifestent le besoin. Et donc, ils viennent payer aussi pour louer des entrepôts chez vous. Vous savez, il y a des industriels il y a des industriels qui veulent aller très vite dans leur projet d'installation industrielle. Oui. Et donc, nous travaillons avec ces industriels, nous leur mettons à disposition des entrepôts. Monsieur Letonji Béton, quand on a fait tout ça, tout ce que vous venez de dire là, qu'est-ce qui reste à faire finalement dans cette zone? Non, il reste beaucoup à faire. Vous savez, le développement de cette zone vient aussi avec un certain nombre de sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, quand vous prenez les usines intégrées de textile, nous en avons 3 qui seront opérationnelles dans 18 mois. Chaque usine va employer à peu près 5000 personnes. À ces usines seront arrimées des usines de confection de vêtements qui vont aussi employer énormément de personnes. Alors, nous sommes en train, nous allons accroître le nombre d'usines intégrées de textile à peu près 11 dans 2 ans. Et d'ici 2030, nous aurons à peu près 32 usines. Parce que l'objectif, c'est de transformer tout le coton qui est produit au Bénin. Donc, vous imaginez, nous aurons à peu près 300 000 personnes qui vont travailler dans cette zone de façon directe, c'est-à-dire en termes d'emploi direct, sans oublier au moins 700 000 emplois indirects. Donc, il faut loger ces gens, il faut les nourrir, il faut les transporter. Donc, aujourd'hui, je veux saisir cette plateforme pour pouvoir m'adresser aux potentiels investisseurs qui sont désireux d'investir dans tout ce qui est logement, dans tout ce qui est transport, dans tout ce qui est restauration, dans tout ce qui est hôtel, pour satisfaire les besoins de la zone. D'accord. Mais est-ce que dans cette zone, il y a ce besoin d'investissement? Est-ce que vous avez prévu en dehors des entreprises, des hôtels, des centres commerciaux? Parce que vous n'en avez pas parlé jusque-là. Non, vous savez, il y a plusieurs parties dans cette zone. Nous avons une zone commerciale, nous avons une zone industrielle. Dans la zone commerciale, qui est à peu près 20 hectares, nous avons les services de soutien et de support aux investisseurs qui seront dans la zone industrielle. Donc, dans la zone commerciale, nous aurons des banques, des assurances, des restaurants, des hôtels, tout ce qu'il y a comme service qui doit concourir à ce que les investisseurs qui sont dans la zone industrielle puissent assurer de façon efficiente le développement de leurs activités. Finalement, c'est toute une autre ville que vous créez à Glodibé, parce que là, vous avez tous les services, tous les besoins, vous avez même des services administratifs pour pouvoir faciliter les formalités aux uns et aux autres. Monsieur Béton, vous êtes carrément en train de nous proposer une autre ville, en fait. Bien sûr, donc là, nous sommes en train de créer la nouvelle ville industrielle du Bénin. C'est-à-dire que dans cette zone, comme vous l'avez si bien dit, on aura ici un guichet unique qui sera géré par une autorité administrative, notamment l'APIEX. Et donc, les investisseurs de la zone n'auront pas à se déplacer pour remplir les formalités administratives nécessaires à leurs activités. Alors, il faut remplir quelles conditions pour être ici? Est-ce que ce n'est pas une zone pour des privilégiés? Parce que nos téléspectateurs qui nous suivent, nos auditeurs qui nous écoutent, ont bien envie de savoir comment on fait pour être élu, pour être présent ici dans la zone économique de Glodibé. Faut-il appartenir à une obédience politique? Faut-il porter un nom? Ou comment on vient ici? Une obédience politique? Non, 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 pas du tout. Non, non, non. La zone est réservée à tous ceux qui ont un projet d'investissement industriel. C'est-à-dire que si vous êtes porteur d'un projet industriel, vous vous rapprochez de la CIPI, la Société d'investissement et de promotion de l'industrie. Nous allons étudier avec vous votre projet
Et ensuite, nous allons déterminer quelle est la superficie qu'il faut allouer à votre projet. Ensuite, quand nous déterminons cette superficie, nous passons à ce que nous appelons un contrat de réservation de parcelles. Et donc, nous signons ce contrat de réservation de parcelles qui vous permet d'engager les différentes formalités pour être admis dans la zone. Et donc, quand vous êtes admis dans la zone, c'est-à-dire que nous allons vous délivrer ce qu'on appelle un agrément d'admission à la zone, vous allez engager la construction de votre unité de production. Donc, globalement, la zone est réservée à tout le monde, les investisseurs béninois et les investisseurs étrangers. D'accord. Alors, nous allons passer à une autre étape. Quand je dis une autre étape, nous avons pris l'habitude sur cette émission de poser une question qu'on appelle question du public. Vous avez un bocal à côté et quelques petits papiers là-dedans. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que le public a voulu vous poser comme question, mais moi je vous pose la question. Dites-moi, monsieur le directeur général, quel est le chiffre que vous avez pu tirer au sort là, puisque à partir 12. Le chiffre 12. Alors, lorsque je regarde le chiffre 12, et ça tombe bien à propos d'ailleurs, vous parlez des conditions d'admission dans cette zone, nous avons discuté avec quelques opérateurs économiques béninois, notamment du patronat et d'autres structures. Les gens se plaignent. Ils se disent que pour arriver ici, ce sont les entreprises étrangères qui sont les plus impactées. Ce sont les entreprises étrangères qui viennent ici avec des exonérations fiscales ça et là. Ce sont les entreprises étrangères qui ont beaucoup de facilités, alors que les entreprises locales sont laissées pour compte. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça, monsieur le directeur général? Alors, je ne sais pas à quel opérateur économique vous êtes adressé, mais moi, je peux vous dire qu'à ce jour, au nombre de ces 32 investisseurs que nous avons à peu près entre 45 et 50% d'investisseurs béninois. Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi certains opérateurs économiques, peut-être c'est un défaut de communication. Vous savez, nous sommes à la tâche et parfois nous n'avons pas le temps de communiquer autour de la zone et communiquer raisonnablement en ce qui concerne tout ce que nous faisons. Donc je pense que ça c'est quelque chose que nous allons essayer de corriger dans les jours à venir, parce que nous pensons que cette zone est une zone qui est accessible à tout le monde. Vous voyez, dans cette zone, le gouvernement a consenti beaucoup d'efforts. Le gouvernement a engagé des milliards pour faire les routes. Le gouvernement a engagé des milliards pour amener l'eau, l'électricité. Le partenaire Arise a également engagé beaucoup de milliards pour développer tout ce qui est infrastructure au sein de la zone. Mais nous sommes d'accord que nous ne pouvons pas gérer cette zone comme nous avons géré Sémé. Parce qu'aujourd'hui, Sémé, c'est un échec. Et donc, aujourd'hui, quand vous êtes dans cette zone, vous avez un écosystème parfait. C'est-à-dire que, pourquoi les investisseurs qui veulent travailler dans le domaine de l'industrie n'arrivent pas en Afrique? Vous savez, c'est parce que nous avons des problèmes d'infrastructure, nous avons des problèmes d'eau, d'énergie, etc. Et aujourd'hui, dans cette zone, nous avons réglé tous ces problèmes. Et ça a un coût. Et donc, nous pensons que nous devons gérer cette zone de façon rationnelle, tout en permettant aux investisseurs nationaux comme étrangers d'y avoir accès. Je vais rappeler à nos téléspectateurs et à nos auditeurs que nous sommes effectivement sur le chantier de la zone économique spéciale de Glodibé, donc les renflements de camions que nous entendons ça et là, c'est tout à fait normal. Donc nous sommes vraiment à la tâche comme vous. Et ils voudront bien nous excuser pour ce genre de choses. Mais après, c'est bien pour nous de savoir que le travail se passe ici de jour comme de nuit. Alors, mais je voulais revenir sur le point précédent. Vous avez fait le tour de la zone. Vous avez bien pu constater qu'il y a des panneaux qui ont été réservés, qui ont été mis sur des parcelles, qui ont été réservés par des investisseurs béninois. Nous avons mis à votre disposition, nous avons même mis à votre disposition la liste de ces investisseurs. Oui, donc vous les rassurez, les investisseurs béninois, qu'ils ont leur place ici dans la zone et je profite de cette occasion pour leur lancer un appel. S'ils ont des difficultés, ils peuvent se rapprocher de nous et nous allons pouvoir travailler avec eux, parce que nous voulons
que le plus grand nombre d'investisseurs béninois possible puissent rentrer dans cette zone. Oui, mais il faut avoir beaucoup d'argent pour être ici. Non, vous n'avez pas... Il faut avoir beaucoup d'argent pour être dans cette zone. Comment vous quantifiez cette quantité d'argent? Oui, mais on ne vient pas ici quand on a une petite entreprise, quand on n'a pas un capital assez élevé. Non, la zone est ouverte à tout le monde. Oui, mais pas tout le monde. Bien sûr, tout le monde. Le jeune entrepreneur qui vient de créer son entreprise, qui a besoin d'un petit espace, est-ce qu'il a une possibilité d'être dans la zone économique? Non, vous savez, chaque chose évolue dans le temps. C'est-à-dire que quand vous commencez une activité, toutes les activités ne peuvent pas être installées dans la zone. Ça, nous devons nous mettre d'accord sur ça. Ensuite, en ce qui concerne les activités qui peuvent s'installer dans la zone, nous, ici à la CIPI, nous travaillons avec les investisseurs, nous leur facilitons les contacts qu'il faut avec les institutions financières. Vous savez, notamment aujourd'hui, nous avons la banque, la BIC, qui investit énormément dans tout ce qui est industrie. Nous avons également la Caisse de dépôt et consignation du Bénin, qui investit également pas mal, qui investit dans beaucoup de projets industriels. Nous avons déjà reçu sur cette émission le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi qui parlait du taux de chômage. C'est vrai que ça a suscité une polémique, mais nous savons désormais qu'ici, au niveau de votre zone, il y a beaucoup d'opportunités d'emploi. Je voudrais qu'on parle justement des opportunités d'emploi qui sont possibles pour tous les jeunes. Nous savons que vous avez recruté un certain nombre de jeunes qui actuellement sont en formation. Parlez-nous-en, monsieur le directeur général, de quoi s'agit-il? Alors, vous savez, je vous ai dit que nous avons en ce moment 3 usines intégrées de textile qui sont en train d'être installées dans la zone. Et donc, ces 3 usines intégrées de textile auront besoin de main-d'œuvre qualifiée dans 18 mois. Donc, nous n'allons pas attendre ces 18 mois pour pouvoir constater que cette main-d'œuvre n'existe pas. Et donc, nous avons lancé un recrutement. Nous avons construit 2 centres de formation au métier du textile. Dans chaque centre de formation, nous avons mis à peu près 250 machines. Et donc, aujourd'hui, nous avons mis en formation des jeunes béninois, donc beaucoup de jeunes de cette localité, qui sont aujourd'hui, à l'heure où nous faisons cet entretien, cette interview, sont en train d'être formés au métier du textile. Lesquels exactement? Ils sont en train d'être formés à la confection de vêtements et plus tard, ils seront mis à disposition des usines intégrées de textile pour tout ce qui est filature, tissage, tricotage. Est-ce que ces jeunes sont assidus à la tâche? Est-ce que vous remarquez que ces c'est des jeunes qui sont très assidus. Nous avons demandé aux formateurs de nous dire ce qu'ils en pensent. Ils nous ont clairement dit que ces jeunes, en les comparant aux autres pays où ils ont travaillé, qui trouvent qu'ils sont très assidus et très productifs. Est-ce qu'il y a d'autres opportunités d'emploi dans la zone économique spéciale de Glodjig Bay? Bien sûr, il y a beaucoup d'opportunités d'emploi. Je vous ai dit tantôt que nous avons déjà chaque usine intégrée de textile qui emploie à peu près 5000 personnes. Nous avons les usines de transformation de noix de cajou, une dizaine qui vont s'installer dans les 12 mois à venir. Nous avons les usines de fabrication de produits pharmaceutiques. Nous avons l'usine de fabrication de céramique, l'usine d'assemblage de véhicules électriques. Il y a beaucoup d'usines qui vont s'installer dans la zone. Donc, dans un premier temps, je peux vous dire que d'ici à peu près 18 mois, nous aurons à peu près 20 à 25 000 personnes qui vont travailler dans cette zone. Et puis, dans les années à venir, c'est-à-dire d'ici 2030, nous aurons à peu près 300 000 emplois directs qui seront générés par cette zone. Nous allons vous permettre de regarder droit dans votre caméra, monsieur le directeur général, pour vous adresser aux jeunes qui recherchent de l'emploi. Parce que la question de l'emploi est une question cruciale. À tous les jeunes qui nous suivent aujourd'hui, je peux vous dire que la zone économique spéciale de Glodjig Bay va pouvoir régler un certain nombre de problèmes en ce qui concerne les difficultés que vous avez à trouver un emploi. Le reste, ça va dépendre de votre volonté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons aujourd'hui lancé un certain nombre de recrutements et dans les jours à venir, et dans les mois et dans les années à venir, nous allons recruter à peu près 300 000 personnes que nous allons mettre à disposition
de toutes les usines qui vont s'installer dans la zone. Voilà, ces derniers jours, on a remarqué une forte activité autour de la zone économique spéciale de Glodibé. On a vu des personnalités venir ici, notamment visiter les différents centres d'activité, le président de la BOAD et tout le reste. Mais qu'est-ce que ces gens-là veulent concrètement? Tous ceux qui viennent ici, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Mais ils sont venus voir ce qui se passe dans la zone. Juste pour le plaisir de venir voir? Non, ils ne sont pas venus pour le plaisir, mais il se passe quelque chose dans leur pays qu'ils entendent et qu'ils veulent constater. Alors, par exemple, si vous prenez la visite du ministre d'État, c'est un membre du gouvernement. Et donc, le ministre d'État a participé à la mise en œuvre de ce projet dès le départ. Et donc, nous avons, le ministre d'État qui vient de façon régulière constater l'état d'avancement des travaux, les difficultés que nous avons peut-être dans la zone, et nous travaillons ensemble avec lui à lever cette difficulté. Alors, en ce qui concerne la BOAD, vous savez, la BOAD, c'est une institution financière, la Banque ouest-africaine de développement. Donc, tout ce qui est développement, ça les intéresse. Et donc, aujourd'hui, le président de la BOAD est venu ici constater ce qui se passe dans la zone. D'ailleurs, il a dit qu'il était très satisfait de l'état d'avancement des travaux et de l'exécution. C'est-à-dire qu'une chose est de penser au projet, mais une chose est d'exécuter ce projet. Et ce qui l'a beaucoup intéressé, c'est le fait que cette zone aujourd'hui va créer beaucoup de valeur dans ce pays, va créer beaucoup d'emplois et beaucoup de richesses. C'est-à-dire que ça va transformer fondamentalement notre économie. L'autre partenaire que vous avez dans la zone économique spéciale de Glodibé, c'est la pièce. Je ne sais pas, les téléspectateurs, les auditeurs également ne savent pas pourquoi la pièce est installée ici, au sein de cette zone économique, et pour quel objectif? Vous savez déjà, la définition de la pièce, c'est quoi? L'agence de promotion des investissements et des exportations. Donc la mission de la pièce, c'est de promouvoir le Bénin, en ce qui concerne le Bénin en tant que destination pour les investisseurs, et également travailler à tout ce qui est concours à l'exportation des produits made in Bénin. En dehors de tout ça, de façon régalienne, la pièce est l'autorité administrative de la zone. Donc, le directeur général de la pièce est l'administrateur général de la zone qui s'occupe du guichet unique. Donc, la pièce est responsable du guichet unique au sein duquel nous avons 13 entités administratives, dont les douanes, les impôts, l'immigration et d'autres services. C'est-à-dire que quand vous êtes investisseur et que vous êtes installé dans la zone, tout ce que vous avez à faire comme formalité administrative se passe dans la zone. D'accord. Alors, nous allons certainement finir notre entretien dans quelques minutes, mais je voudrais, si vous le permettez, vous demander si vous n'avez pas des inquiétudes. Parce que, en réalité, une zone économique, ce n'est pas une innovation ou une nouveauté au Bénin. Il y a déjà eu une zone économique à ses mains qui a fait flop. Vous l'avez reconnu vous-même, c'était un échec. N'avez-vous pas peur que les mêmes causes produisent les mêmes effets finalement? Non, nous n'avons aucune inquiétude. Okay? Parce que, pour moi, on ne peut pas comparer le projet de zone économique spéciale de Glodibé à celui de Sémé. C'était les mêmes ambitions presque. Ah non, c'était un projet qui n'a pas été bien pensé. Le projet de Sémé n'a pas été bien pensé. C'est-à-dire que vous avez un espace. Projet, oui. Non, bien sûr, vous avez un espace où vous n'avez ni eau, ni électricité, vous n'avez pas de route, vous n'avez rien. Vous voulez quel investisseur va s'installer dans cette zone? Non. Mais pourtant, il y a quand même des usines qui sont là-bas. Oui, vous avez des usines qui font face à d'énormes difficultés. Ça, c'est clair. Donc, moi, je n'invente pas ça. La réalité est là. Alors que ici, vous avez un projet qui a été bien pensé. Le gouvernement de la République du Bénin a identifié un partenaire qui sait faire. Le groupe Arise a développé plusieurs zones économiques spéciales et qui sont des succès. Et donc, dans ces conditions, je pense qu'on ne peut pas comparer les deux zones. Et je n'ai aucune inquiétude dans la mesure où cette zone est gérée par une entité privée. C'est une joint venture entre la République du Bénin et le groupe Arise. Le gouvernement joue son rôle, qui est, avec la pièce, de s'assurer que les engagements de l'État sont respectés. Le groupe Arise et la République du Bénin, ensemble, ont créé la CIPI, dont le rôle
est de gérer cette zone. Et donc aujourd'hui, tout se passe très bien. Vous savez, les premiers 400 hectares, c'était prévu qu'on devait les développer dans à peu près en 3 ans. Oui. Et nous avons pu les développer en moins d'1 an. C'est-à-dire que nous avons eu 120 jours de pluie et néanmoins nous avons pu développer les premiers 400 hectares entièrement. Et nous avons aujourd'hui 32 investisseurs. Donc, moi, je n'ai aucune inquiétude en ce qui concerne le développement et le futur de cette zone. À part Glodjigbe, il y a d'autres régions qui seront intéressées parce que un internaute, ça je vous le dis, je ne vous le cache pas, un internaute, en lisant les informations sur Glodjigbe, s'est posé la question de savoir pourquoi c'est toujours dans le sud du Bénin. Est-ce que vous avez une intention de développer la même zone? Vous n'êtes pas le président, certainement, mais je vous le demande, une autre zone un peu plus dans le septentrion pour les populations qui sont dans cette région. Je pense que vous avez vous-même répondu déjà à votre question. En disant que vous n'êtes pas le président? Je ne suis pas le président de la République qui définit les objectifs du gouvernement, mais je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement du Bénin a consenti beaucoup d'efforts, a consenti beaucoup de milliards pour développer la zone économique spéciale de Glodjigbe. Et je pense que dans un premier temps, on doit attendre pour voir comment ça va avancer. Ça avance très très bien. Et je pense que le type d'investissement que nous sommes en train de faire dans cette zone, il ne faut pas oublier, la zone c'est à peu près 10 000 hectares qui ont été déclarés d'utilité publique dans un premier temps, dont 1640 hectares ont été confiés à la société d'investissement et de promotion de l'industrie. Donc je ne vois pas quelle raison pourrait justifier le fait qu'on puisse se mettre à développer une autre zone, parce que pour développer une zone, vous avez besoin d'un certain nombre d'éléments, matières premières, situation géographique de la zone, etc. Et donc ce n'est pas une question de nord-sud. Je pense qu'il faut développer un pays selon les ressources naturelles et comment le pays est situé géographiquement. Voilà. D'accord. Monsieur Béton Letondji, je vous laisse le soin de conclure notre entretien. On a fait plus d'une 50aine de minutes à discuter. C'est vrai qu'après votre conclusion, nous donnerons la possibilité à nos téléspectateurs de voir, et ça n'arrive pas souvent sur cette émission, de voir quelques images de cette zone, ce que vous avez déjà fait. Nous leur offrons ça en exclusivité. Et donc là, nous vous permettons maintenant de conclure notre entretien. Merci beaucoup. Donc là, je tiens d'abord à remercier Eden TV d'avoir donné cette opportunité à CIPI de pouvoir parler de la zone économique spéciale de Glodjigbe, qui est un projet transformateur. C'est un projet qui va transformer de façon fondamentale l'économie de notre pays. Aujourd'hui, nous avons déjà signé avec une trentaine d'investisseurs qui vont investir à peu près $1 milliard dans cette zone. Nous allons pouvoir, à partir de cette zone, transformer la totalité de la production de coton de notre pays. Nous allons pouvoir transformer la totalité de la production de noix de cajou de notre pays. Nous allons pouvoir augmenter les recettes d'exportation de notre pays en augmentant les volumes en ce qui concerne les exportations. Nous allons pouvoir augmenter le produit intérieur brut de notre pays, ce qui va nous permettre d'aller encore une fois sur le marché des capitaux pour pouvoir lever plus de fonds, pour pouvoir continuer le développement des infrastructures que le gouvernement de la République du Bénin a engagé depuis 2016. Et donc, tout ça va nous permettre de faire venir beaucoup plus d'investisseurs pour pouvoir continuer à développer notre pays, créer beaucoup plus de richesses, créer beaucoup plus d'emplois. L'essentiel, c'est ça. Donc, encore une fois, je vous remercie de nous avoir donné cette opportunité. Merci à vous, monsieur le directeur général. Vous l'avez dit, l'essentiel, c'est justement de donner des opportunités à des jeunes entrepreneurs et même à la jeunesse béninoise pour que notre pays puisse se développer. Vous avez dit l'essentiel. Je rappelle que vous êtes monsieur Béton Letondji, directeur général de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI Bénin. Vous nous avez reçus dans le cadre, c'est vous qui nous avez reçus ici, c'est pas nous qui vous avons reçus, donc c'est vous qui nous avez reçus. Merci de l'avoir fait. Comme promis, chers amis téléspectateurs, nous allons vous laisser avec quelques compilations d'images réalisées par la production de cette émission pour vous donner l'opportunité, l'occasion de voir un peu ce qui se passe ici. Moi, quant à moi et quant à toute l'équipe de production, de réalisation de cette émission, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, certainement avec un autre invité sur d'autres sujets de l'actualité. Merci à chacun et à tous et très bon dimanche à vous.